Bonjour à tous. Alors, je pense qu'il y en a qui vont rejoindre encore, j'espère, au cours de matinée, cette séquence qui n'est pas très longue, mais qui me permet, d'une part, de maintenir cette fréquence du webinaire mensuel de sensibilisation à la cybersécurité. Moi, ça me semble fondamental. Avec Gilles Ginesté, le chef de centre du C2RC, qui fera une présentation assez technique de la partie cyber dans sa déclinaison nationale et finalement jusqu'au territoire, jusqu'à la région, sachant que la vocation première du C2RC, c'est d'assurer un service de proximité au profit, on ne le répétera jamais assez, de l'écosystème économique. Alors, il doit être considéré au sens large parce que c'est à la fois les PME, TPE, mais c'est aussi demain, avec France Relance, qui donne cette piste, et comme nous positionnerons pour être ces CIRT, une réponse vers les collectivités territoriales dont la masse critique ne les autorise pas à disposer de structures internes leur permettant de maîtriser totalement le risque cyber. Et puis, ça sera répété dans le positionnement du C2RC. Et puis, certaines associations, dont certaines, d'ailleurs, ont déjà sollicité nos services dans le cadre de ransomware, puisqu'on a un exemple l'année dernière qui a fait l'objet de certaines interventions au titre du retour d'expérience. Voilà ce que je voulais dire en préambule. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Moi, je suis un ancien officier général de l'armée de l'air ayant servi dans les armées. Donc, j'ai fait beaucoup d'interarmées sur la fin de ma carrière. J'étais général de corps aérien. J'ai terminé inspecteur des armées. Alors, je dis ça sans humour parce qu'on n'a jamais vu autant de généraux intervenir sur les chaînes de télévision en ce moment sur la guerre en Ukraine. Dont je ne fais pas partie. D'une certaine manière, je m'en réjouis parce que quelque part, parfois, il y a des raccourcis pris sur ce dossier qui peuvent surprendre ceux qui ont été dans la conduite des opérations. Ça a été mon cas pendant quelques années quand j'étais au centre de planification et de conduite des opérations, qui est le centre stratégique des opérations militaires françaises. Donc, je me garderai bien de tirer des conclusions trop rapides sur ce qui va se passer en Ukraine. J'ai quelques idées, mais en tout cas, je suis pas sûr que les Russes soient dans une situation aussi compliquée que certains le prétendent. Je pense que la voie diplomatique est toujours une piste possible, mais que les Russes sont assez habiles pour pouvoir l'utiliser avec leurs intérêts. Donc, ils changent peut-être d'objectif, de but de guerre au fil de la campagne qui se déroule avec une vraie résistance ukrainienne qui est assez remarquable et qui démontre bien l'engagement des Ukrainiens pour protéger leur territoire et leur identité. Mais en tout cas, je pense que rien n'est dit sur l'issue de cette guerre en Ukraine. Donc moi, je ne sens pas qu'elle risque de s'installer très longtemps, contrairement aux opérations qu'on a pu connaître en Afghanistan, au Mali, où il y avait une forme l'ancien chef d'état-major des armées appelait ça la règle des 4D, la durée, la distance, parce que c'était très loin du territoire national. Là, c'est un peu moins loin quand même quand on regarde par rapport à notre, bien qu'on n'y soit pas engagé, mais c'est aux portes de l'Europe, la dureté des conflits et la digitalisation. Alors ça tombe bien, la digitalisation, parce que finalement, dans cette règle des 4D qui décrivait les opérations militaires, on avait déjà intégré le volet digital. Et finalement, ça, c'est un élément intéressant, notamment en cybersécurité, parce que les gens le disent. Alors, il faudra, bien sûr, après, appuyer ça sur des données du renseignement, que je n'ai pas, en tout cas, sous les yeux, parce qu'on peut dire qu'il y a des attaques cyber menées par la Russie, et on les imagine assez facilement pour neutraliser les réseaux sociaux qui ont une forte influence. Dans la stratégie d'influence, les réseaux sociaux sont indispensables, mais aussi pour paralyser peut-être des moyens économiques ukrainiens, des moyens militaires. Je suis un peu plus réservé parce que je ne suis pas sûr que la résistance ukrainienne soit dans un espace numérisé, ce qu'on appelle, nous, la numérisation de l'espace de bataille.
Donc je pense qu'ils ont quand même des moyens beaucoup plus modestes. Ils sont très dispersés, mais le fait est, c'est qu'il faudra vérifier tout ça. C'est-à-dire, il faudra mesurer les incidences en termes de cybersécurité qui auront été enregistrées au cours de ce mois de guerre en Ukraine. Et au-delà de la cible évidemment ukrainienne, il y a aussi les autres cibles, c'est-à-dire tous les effets collatéraux, puisque comme vous le savez, l'Europe a prononcé des sanctions économiques qui visent évidemment à asphyxier la Russie dans sa capacité à régénérer. Alors je pense que ça prendra du temps, hein, les sanctions. Là, ça n'engage que moi, mais l'expérience montre que les sanctions prises sont souvent, d'ailleurs, il y a une sorte de reverse action, puisque nous, on voit le prix du sans-plomb augmenter, on voit le prix d'énergie flamber, on voit le prix de certaines matières premières flamber, avec en argumentaire, évidemment, la guerre en Ukraine. Il n'y a pas si longtemps, c'était le Covid-19 qui nous posait des problèmes, donc ça soulève bien des problèmes d'indépendance, d'autonomie, qui sont évidemment visibles aujourd'hui dans ce contexte. Mais ce n'est pas l'objet du débat. En tout cas, il faudra assurément, et on le fera en liaison avec Gilles, parce que nous, on publie sur notre site des indicateurs de compromission, c'est-à-dire que l'ANSSI met des alertes précises sur les cibles potentielles de cet effet collatéral que j'évoquais de la guerre en Ukraine. Et évidemment, les PME qui sont dans un écosystème sensibles peuvent être visés. Et donc là, il faut évidemment avoir une vigilance probablement démultipliée dans un contexte où tous les outils sont bons pour paralyser, pour asphyxier, pour empêcher certaines actions menées par l'Europe et donc par déclinaison jusqu'à l'outil de production qui contribue peu ou prou à alimenter la résistance ukrainienne, puisque c'est un choix qui a été fait par l'Europe que de pouvoir alimenter cette résistance de manière à faire payer une facture opérationnelle exorbitante à Poutine. C'est peut-être une façon de le faire arrêter. On verra dans le temps moyen si les effets sont mesurables dans la voie diplomatique. En tout cas, comment prioriser ces analyses dans un contexte où la cyber, alors on en parlait déjà avant, hein, elle est omniprésente, la cybersécurité, mais comment prioriser ces analyses? Et puis c'est un peu la logique du rapport signal sur bruit, c'est-à-dire on a des signaux, comment évacuer le bruit et récupérer le signal intéressant, des signaux forts en matière de risque cyber. Alors, pour ce faire, le webinaire, c'est une bonne occasion d'échanger. Alors, on ne donne pas de leçons, même si nous, on essaie de construire des outils de sensibilisation, des outils de formation de plus en plus adaptés. On a des outils de cyber range qui permettent de bien illustrer des cas concrets cyber qui parlent davantage à ceux qui sont confrontés à ce risque dans l'exercice de leur quotidien, de leur métier quotidien. Il y a aussi, et il faut évidemment mettre en avant ces outils, des outils qui existent dans cette analyse des risques. Alors, CyberWatch est présent et vous en parlera. Donc ça, c'est quand même des outils qui sont très intéressants. Et il en existe d'autres, bien sûr, hein, donc chacun est libre de faire son choix en la matière, mais c'est des outils d'aide à l'analyse de risque qui me paraissent importants, en tout cas qui protègent l'outil industriel et les écosystèmes dans la réponse qu'ils veulent adresser à ce risque cyber. Et comme on le dit souvent, le mieux c'est d'anticiper, donc c'est de se protéger en amont pour éviter d'être attaqué, parce que quand on est attaqué, on est dans la remédiation. Et là, du coup, la remédiation, elle est d'une autre nature et elle a des engagements qui sont en général, pour le coup, un peu comme la règle des 4D, inscrits dans la durée, parce qu'on ne répond jamais à une attaque cyber ransomware en un claquement de doigts. Ça prend du temps avant de recouvrir ses capacités et voir recouvrir l'ensemble de ces données quand on ne les a pas perdues définitivement, ce qui peut mettre en danger des écosystèmes qui ont été attaqués, voire les faire disparaître. Donc ça peut les neutraliser d'une façon définitive.
Voilà ce que je voulais dire en préambule. Moi, je suis ravi d'animer ces introductions avec Gilles. Et donc, je passe la main maintenant pour. Mais surtout, n'hésitez pas, si vous avez des questions. Je ne vais pas tous vous citer parce que vous êtes nombreux. Alors là, je vois que le nombre de participants augmente. Euh, mais en tout cas, merci de participer et faites-vous le relais vers vos partenaires, vers vos concurrents même, sur l'intérêt de participer à ces séquences, parce que ça permet de mieux se connaître. Et en tout cas, ça laissera le temps à Cyberwatch de faire une présentation qui peut être et qui sera très utile pour le débat qui nous anime aujourd'hui, c'est-à-dire comment prioriser ces analyses pour faire émerger le bon signal. Gilles? Je vous remercie, Patrick. Je tiens à préciser que Cyberwatch nous accompagne depuis le début de la création du C2RC, et c'est tout naturellement que Daniel, qui est présent, et Maxime nous ont proposé de nous accompagner dans cette présentation, et je les en remercie. Je vais faire une introduction avant tout sur l'organisation de la cybersécurité en France, pour que tous les acteurs du monde de la cybersécurité soient bien présentés, et que l'on sache à peu près à qui on s'adresse quand on parle de cybersécurité, en tout cas du point de vue étatique. Alors, pardon, excusez-moi. La cybersécurité est organisée autour du cabinet du Premier ministre. Elle comprend le SGDSN. Alors, le SGDSN, c'est le secrétaire général de la Défense et de la Sécurité nationale. Avec le SGDSN, on va retrouver le groupement interministériel de contrôle, le GIC, l'Institut des hautes études de la défense nationale, le secrétaire général adjoint, et qui a à son service 7 divisions. La division protection et sécurité de l'État, PSE, les affaires internationales stratégiques et technologiques, le service de l'administration générale, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, l'ANSSI, et c'est sur l'ANSSI que je vais m'arrêter un peu plus longtemps dans la prochaine présentation. L'opérateur de sécurité des systèmes d'information interministériels des réseaux classifiés, l'OSIC, et le service de vigilance et de protection contre les ingérences numériques étrangères, Viginum. Donc, on va parler de l'ANSSI. Alors, l'ANSSI, elle est composée d'une direction générale, d'un cabinet, d'une cellule d'anticipation cyber, la CAC, et de 4 sous-directions: la sous-direction opération, la sous-direction expertise, la sous-direction stratégie et la sous-direction administration. Elle est aussi un sujet de bouscule les habitudes politiques et diplomatiques, économiques ou militaires. L'ANSSI est considérée en France comme une priorité nationale. La sécurité des systèmes d'information ou la cybersécurité, c'est désormais aussi l'affaire de chacun, et c'est l'ANSSI qui porte cette mission-là. Je vais vous présenter la sous-direction opération, parce que c'est celle qui va nous intéresser dans le cadre du C2RC. La sous-direction opération est composée de la division de connaissances et d'anticipation, la division infrastructure des données et développement, et une cellule CERT, et c'est sur cette cellule que je vais m'attarder un peu plus tard pour vous faire comprendre en fait les services que les 7 futurs CERT régionaux vont offrir. Ensuite, il y a des cellules de partenariat, division détection, division réponse et une cellule état-major pour gérer administrativement cette division, cette sous-direction, pardon. Donc, l'ANSSI a décidé de créer 7 CECIRT régionaux
et des CSIRT sectoriels. À l'heure actuelle, le premier CSIRT sectoriel qui est sorti, c'est France Cyber Maritime, dont nous avons eu hier la visite, qui est opérationnel, qui est le premier CSIRT sectoriel sorti, avec le CSIRT santé et le CSIRT aéro qui rejoint dans les prochains mois. 7 régions ont répondu présent pour l'appel d'offres qu'a lancé l'ANSSI pour créer des CSIRT régionaux. Alors, quel est le but de ces 7 CSIRT régionaux? C'est de créer des cellules pour aider les PME, les TPE, les PME et les ETI sur la réponse à l'incident, sur la connaissance de vulnérabilité, la sensibilisation, le métier qu'a préfiguré le C2RC, qui est pilote en la matière. Les grands groupes tels que Airbus, Thales, Naval Group, Orange ont leur propre CSIRT et sont organisés de manière à pouvoir se défendre, renseigner leur propre SOC sur des éventuelles vulnérabilités. Mais l'État a considéré que les PME étaient aussi des entreprises qu'il fallait aider en ce sens, en cyber, et qu'il fallait être au plus près, être un acteur régional au service des entreprises des régions. Et la connaissance terrain, en fait, est un plus dans la création de ces CSIRT régionaux. Voilà. Pour en terminer, je vais vous parler des missions d'un CSIRT. Donc, les missions d'un CSIRT, ce sont les centralisations des demandes d'assistance, le traitement des alertes et réactions aux attaques informatiques, l'établissement et la maintenance d'une base de données des vulnérabilités, la prévention par la diffusion d'informations sur les précautions à prendre pour minimiser les risques d'incidents ou au pire leurs conséquences. Et bien sûr une coordination éventuelle avec les autres entités. Voilà pour la présentation de l'organisation de la cybersécurité en France et des CSIRT en particulier. Je vais maintenant laisser la parole à Daniel Baldacci qui va faire une petite présentation de la présentation qui va être faite par Maxime. Voilà, je vous laisse la parole. Votre micro est coupé. Votre micro est coupé, Daniel. Désolé, voilà, comme quoi on ne peut pas faire beaucoup de choses à la fois. Allez, oui, merci Gilles pour cette introduction. Et puis tout d'abord, nous souhaitons remercier le C2RC de nous avoir conviés à cet événement. Et c'est avec plaisir vraiment que nous y participons. Alors, comme le disait tout à l'heure Gilles, effectivement, dès l'origine, Cyberwatch a choisi, on va dire, d'aider le C2RC dans sa mission, en fournissant notamment quotidiennement la liste des vulnérabilités publiées sur un certain nombre de technologies, donc à destination de ses adhérents. C'est un point important et disons que cet appui vient renforcer nos actions dans la diffusion de la culture sécurité auprès des entreprises de nos régions et notamment ici, puisque Cyberwatch est également adhérent et soutient les actions du Plusieurs PACA et en même temps anime, je dirais de mon côté, le club ISO 27001 de la région Sud. Voilà, donc dans cet objectif, encore une fois, de pouvoir transmettre un petit peu de culture sécurité et de l'appui, on va dire, à nos entreprises. Petit point à souligner également, Cyberwatch est très présente dans le domaine de l'open source, et a été aussi le premier en tout cas, à fournir un scanner gratuit dans le cadre de la vulnérabilité Logcat Shell. Voilà, tout simplement, voilà, tout ceci pour dire que l'ensemble de ces actions, on va dire, renforce et donne du sens à notre métier. Encore une fois, qui est centré sur la partie vraiment gestion des vulnérabilités pour ce qui concerne les outillages que nous développons. Alors, sans trop m'étendre, justement, et pour ne pas prendre trop de temps opérationnel, je vais passer la parole à Maxime Aléhédine, fondateur de Cyberwatch, qui va donc développer effectivement le sujet central, enfin primordial en tout cas, de la gestion des vulnérabilités,
et puis plus précisément de comment bien prioriser ces analyses pour distinguer, comme le disait tout à l'heure le général, le signal du bruit. Et aussi revenir sur, on va dire, un outillage développé, en tout cas mis à disposition par le MITRE, donc qui va permettre de faire, enfin en tout cas qui va nous expliquer comment faire une analyse de risque entre guillemets moderne avec justement les matrices du MITRE ATT&CK. Voilà, je ne m'étends pas plus. Merci à chacun en tout cas d'être présent. Et puis Maxime, je te laisse le relais. Alors, juste un petit mot avant de passer la parole à Maxime. Merci en tout cas pour cette introduction. Je voulais ajouter que cette séquence elle est enregistrée, donc on la remettra en replay, en mode replay, parce que ça permet à ceux qui ne peuvent pas se libérer le matin au créneau qui a été fixé de pouvoir revoir ça et à l'envie, de manière à pouvoir justement s'imprégner des messages qui sont passés par les différentes présentations. Donc, je voulais ajouter ça. Si certains s'y opposaient, qu'ils nous le fassent savoir, hein, notamment en termes d'image, mais en tout cas, normalement, nous faisons, et je préfère vous le dire, un mode replay qui sera sur les réseaux sociaux, YouTube notamment, pour pouvoir revoir cette séquence de webinaire. Très bien. Eh bien, merci donc pour avoir introduit tout ça. Donc, je vais effectivement faire une présentation qui vise à transmettre un petit peu de ce qu'on voit nous sur le marché en termes de priorisation des vulnérabilités. Et pour ça, donc, l'idée en fait, c'est on va adresser ensemble à une question que parfois on nous pose, c'est de savoir comment on fait pour bien prioriser les vulnérabilités de manière moderne. Donc, je vais vous montrer plusieurs approches là-dessus. Et l'objectif, en fait, c'est vraiment de distinguer le signal important dans un environnement où il y a de plus en plus de bruit autour des vulnérabilités, parce qu'il y a beaucoup de vulnérabilités, comme on va le voir. Si jamais je me présente très rapidement, donc je m'appelle Maxime Alédine, je suis un des 3 cofondateurs de la société Cyberwatch, qui est effectivement un éditeur français spécialisé dans la gestion des vulnérabilités et le contrôle de conformité. J'ai démarré j'ai fait mes premiers pas en sécurité informatique en 2002, donc je vais pas dire que je connais tout de mon marché, pas du tout. Par contre, je connais quand même pas mal ma spécialité sur la partie gestion des vulnérabilités et j'ai justement publié plusieurs vulnérabilités, que ce soit via des programmes de bug bounty ou alors même dans la base des CVE. Le plan de cette présentation, c'est déjà en fait, pourquoi il faut prioriser les vulnérabilités. Ensuite, quelle est la méthode un peu classique autour du score CDSS, que vous connaissez certainement, et sinon je vais vous en parler un petit peu plus en détail. Après, comment on fait pour prioriser les vulnérabilités sur la base d'un risque réel et d'un risque métier? Et puis, comment on peut aussi aller un petit peu plus loin pour ceux qui le souhaitent, avec une analyse de la menace? En fait, si jamais je résume, ça va vous permettre d'aborder de manière un peu moderne le risque en regardant comment on faisait auparavant, comment la méthode historique, donc la méthode avec le CVSS, elle s'est aussi modernisée pour aborder ces sujets-là et proposer maintenant une approche qui est beaucoup plus intéressante. Et puis comment, pour les personnes qui ont besoin d'aller encore un peu plus loin, on peut utiliser une analyse sur la menace avec notamment quelque chose qui s'appelle le framework MITRE ATT&CK. Et donc vraiment, on va y aller crescendo dans tout ça. Alors, déjà, comment on fait, en fait, pourquoi il faut prioriser ces vulnérabilités? Les CVE, les vulnérabilités qui sont publiées au quotidien, elles sont en fait référencées dans une base qui s'appelle CVE pour Common Vulnerabilities on Exposure. Donc, en gros, les vulnérabilités et les problèmes comme ça qui sont communs. Et il y a une liste qui est publique, qui est disponible donc en ligne. Et je ne vais pas rentrer dans les détails parce que les slides, en plus, on vous les enverra. Mais c'est simplement pour vous dire que tout ça, ça date de déjà quelques temps. En fait, la liste des CVE, elle date de 99. Et elle est maintenue, en fait, par un organisme qui date de 1958, qui s'appelle le MITRE et qui travaille sur tout ce qui est sûreté et sécurité. Et le monde a bien changé puisqu'en 99, quand la liste des CVE comme ça a été établie, il y avait 321 entrées. Maintenant, on en est à plus de 180 000. Donc, ça a vraiment une croissance assez forte. Ce qui est intéressant avec les bases CVE comme ça, c'est qu'il y a un organisme qui s'appelle le NIST, qui est en fait le bureau des standards et des mesures au niveau des États-Unis, un petit peu comme on a la même chose finalement en France ou aussi avec certains bureaux de standards aussi au niveau de l'Union européenne. Et donc ça a été créé en 88 et en 2005, il y a eu une base vraiment qui s'appelait la National Vulnerability Database, que vous avez certainement déjà vu, qui est gérée par le NIST justement et qui reprend les éléments
CVE. C'est-à-dire qu'en fait, la base de toutes les vulnérabilités que vous pouvez consulter, par exemple sur le site notamment d'un CERT régional ou alors sur le site du CERT-FR de l'ANSSI, en fait, vous pouvez en vrai aussi les retrouver dans leur format un peu plus brut, moins d'informations de contexte notamment, sur le site de ce qu'on appelle la National Vulnerability Database, donc c'est nvd.nist.gov.fr, quelque chose comme ça. Et donc, .gov, pardon, parce qu'en fait, c'est un site américain, donc c'est nvd.nist.gov. Et donc, le NVD vous donne plein d'informations comme ça sur les vulnérabilités au quotidien, avec aussi des évaluations plutôt techniques, là où le CERT-FR et les CSIRT et régionaux vont pouvoir vous donner en fait plus de contexte, tout simplement, autour des technologies, autour aussi de l'écosystème dans lequel vous êtes. Donc, en gros, ça vous permet d'avoir des informations brutes, mais plus de travail pour vous en termes d'analyse. Le cycle de vie d'une vulnérabilité classique, c'est il y a quelqu'un qui va identifier une vulnérabilité. Donc tout le monde peut le faire. Ça, il suffit de prendre une technologie quelconque et de regarder un petit peu si jamais il y a des vulnérabilités dedans. Ça vous prend un peu de temps en général. Et puis derrière, si vous trouvez effectivement une vulnérabilité, il faut signaler cette vulnérabilité auprès de l'éditeur. On appelle ça la divulgation responsable. Il faut savoir qu'en France, si jamais vous n'êtes pas dans cette démarche de divulgation responsable, le simple fait de chercher des vulnérabilités, ça peut vous entraîner un risque au niveau du pénal, des condamnations au niveau du pénal, parce qu'il y a ce qu'on appelle la loi Godefroy. Et donc, il faut faire très attention à ça. Il faut vraiment rester dans la démarche de divulgation responsable. Et une fois que la vulnérabilité elle a été signalée auprès de l'éditeur, l'éditeur doit confirmer la vulnérabilité. Si jamais elle est confirmée par l'éditeur, dans ce cas-là, la vulnérabilité va recevoir un code CVE, c'est donc CVE-l'année de divulgation, un numéro de série, qui est en fait tout simplement un numéro chronologique. Plus on est loin dans l'année, plus le numéro va être grand. Et ce code CVE, il est attribué par le MITRE, dont je vous parlais tout à l'heure, l'organisme qui gère un petit peu la sécurité, et qui, comme ça, c'est un organisme américain, donc qui est en mode, qui ne travaille pas pour le profit, donc c'est une association. Et, enfin, c'est pardon, une entreprise qui est à but non lucratif, très exactement. Et donc, le MITRE va donner un code CVE. Cette vulnérabilité, ensuite, elle doit être corrigée par l'éditeur. Et une fois qu'elle est corrigée, dans ce cas-là, cette CVE, elle va être diffusée, elle va être publiée par la base NVD. J'insiste sur ce point-là, c'est qu'en fait, on évite au niveau international de publier des vulnérabilités quand il n'y a pas encore les correctifs. En gros, on essaie d'éviter de dire il y a le feu si jamais il n'y a pas un extincteur de disponible. Et une fois qu'elle est publiée, elle est en plus évaluée par le NVD. Donc c'est pour ça que je vous parlais du NVD tout à l'heure et du MITRE, même très brièvement, c'est parce qu'en fait, c'est des organismes qui sont quand même très importants derrière le processus de publication d'une vulnérabilité CVE. C'est très facile pour déclarer une CVE. Il y a des formulaires comme ça auxquels vous pouvez accéder. Donc vraiment, c'est très simple. Si jamais vous trouvez des vulnérabilités, vous pouvez les déclarer là-dedans. Et il vous demande, par contre, systématiquement au niveau de ce formulaire, des liens qui prouvent que l'éditeur est au courant, que vous êtes rentré dans une démarche de dialogue avec l'éditeur et que l'éditeur a aussi publié un correctif. Ça, c'est super important. Depuis à peu près 2016, il y a la possibilité de raccourcir le processus que je vous ai décrit avec ce qu'on appelle les CNA, les CVE Numbering Authorities. En fait, il y a certains organismes qui sont suffisamment crédibles et qui ont passé tout un tas de tests pour dire, en fait, moi, je suis apte à directement publier et évaluer des CVE. Et ça réduit considérablement tout le processus donc, de publication que je vous montrais tout à l'heure. Et ça, après, vous pouvez même le retrouver sur les publications des CVE, sur le site du NVD. Vous pouvez voir, en fait, il y a un petit encart CNA pour CVE, donc Numbering Authority, qui vous permet de voir l'éditeur qui a fait la publication de la CVE et son évaluation. C'est une manière un peu décentralisée d'évaluer, de publier les CVE, et après, tout arrive quand même sur le site du NVD. Et pourquoi je vous parle de tout ça? C'est parce qu'en fait, avant 2016, avant fin 2016 plus précisément, eh bien, on était sur un rythme d'environ 15 CVE par jour. Le fait d'avoir permis de raccourcir tout ce processus
de publication des vulnérabilités, plus l'actualité qui fait qu'en fait tout le monde s'intéresse de plus en plus à la sécurité informatique, et bien en fait ça a fait exploser le nombre de CVE qui sont déclarés chaque année. En fait, maintenant, on est sur une moyenne de 50 CVE par jour, et donc ça fait beaucoup, beaucoup d'informations au quotidien. Là, même pour vous dire, sur le début de l'année 2022, on est à plus 60 par jour en termes de CVE en moyenne. Donc vraiment, ça a explosé le nombre de CVE depuis l'arrivée de CNA comme ça. À côté de ça, il y a des CVE, mais il y a aussi des kits d'attaque qui sont publiés. Et les kits d'attaque, ce qui est intéressant, c'est que c'est des petits scripts qui permettent d'utiliser des vulnérabilités. On pourrait se dire pourquoi les gens publient des exploits. En fait, c'est tout simplement que ça fait bien sur un CV de dire j'ai rédigé un exploit que j'ai mis en open source qui peut être réutilisé par des personnes. Ça fait très très bien si jamais on veut travailler dans la partie test d'intrusion notamment. C'est excellent pour les CV. Et donc, il y a beaucoup de personnes qui vont publier des kits d'attaque plus ou moins simples d'utilisation parce que ça leur fait de la pub. Et il y en a énormément qui sont publiés. Et donc, il y a de plus en plus de vulnérabilités et en fait, il y a aussi de plus en plus de kits d'attaque. Ce que ça veut dire, c'est qu'il y a de plus en plus de possibilités de faire des attaques, des fameuses vulnérabilités. Et en fait, ces attaques, en plus, elles sont de plus en plus simples à réaliser et même automatisables via les kits d'attaque qui sont publiés par plein de personnes qui souhaitent valoriser leur CV, par exemple. Et donc, les attaques, elles sont plus fréquentes et elles sont plus simples aussi. Et des vulnérabilités, du coup, il y en a beaucoup, ça génère énormément de bruit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si jamais vous allez sur n'importe quel système de news et tout, et que vous regardez sécurité informatique, vous verrez énormément d'alertes. Il y a même des vulnérabilités maintenant qui ont des logos. C'est pour ça que je vous ai fait une slide dédiée sur le sujet. Il faut faire très attention parce qu'en fait, il y a énormément de bruit et c'est pas parce qu'une vulnérabilité est mentionnée par la presse qu'elle est en vrai très importante. Il faut bien prioriser, c'est super important. Sinon, vous allez vous retrouver à courir un petit peu dans tous les sens. C'est très difficile d'aborder le sujet des vulnérabilités quand il y en a à peu près 60 par jour qui sont publiées, qu'en plus, toutes les vulnérabilités publiées ne sont pas forcément les plus importantes et que, en fait, on est RSSI et notre rôle, c'est de défendre comme ça contre les attaquants. Eh bien, c'est super important de bien prioriser son analyse de risque, son analyse de vulnérabilité. Donc, ce qu'il faut aussi savoir, c'est aujourd'hui, quand il y a une attaque qui est réussie, en fin de compte, les vulnérabilités elles sont très souvent derrière ces attaques réussies. Parce que Gartner disait notamment que 99% des vulnérabilités qui sont exploitées, en fait, c'est des vulnérabilités déjà connues des professionnels de l'informatique et de la cybersécurité au moment de l'incident. En fait, les pirates, ils cherchent pas du tout à innover. C'est tellement efficace pour eux de prendre les kits d'attaque dont je vous parlais tout à l'heure, de les lancer de manière massive sur les systèmes d'information qui sont connectés sur Internet, de les lancer de manière massive via des attaques par phishing, c'est tellement efficace pour eux que c'est une piste vraiment utilisée par les pirates. Et donc, l'idée, c'est d'identifier ces fameuses vulnérabilités utilisées réellement par les pirates par rapport aux vulnérabilités qui, elles, sont juste des éléments qui ont été publiés sans trop d'intérêt. Alors justement, on va regarder maintenant comment on peut un peu prioriser ces vulnérabilités proprement avec la première méthode qui a été publiée sur le sujet, qui est le score CVSS. Le score CVSS, je fais très court, je ne vais pas tout vous lire encore une fois, je vous enverrai les slides. En fait, ce qui s'est passé, c'est en 88, il y a quelqu'un qui s'appelle Robert Morris qui a fait ce qui aujourd'hui est considéré le premier ver informatique de l'histoire. C'était un petit programme qui devait se lancer sur une machine, puis après se répliquer sur d'autres machines au tout début d'Internet. L'objectif, c'était de compter le nombre de machines, sauf que ce programme, il y avait un petit problème et il se lançait en boucle jusqu'à saturer les mémoires, ça faisait cracher du coup les machines. Et ça a été un premier crash un peu historique qui a provoqué en fait la création de ce qu'on a appelé le premier CERT, le premier Computer Emergency Response Team, le CERT/CC, que vous verrez un petit peu donc aussi sur Internet de temps en temps, et qui a un peu influencé donc la création de tous les dispositifs complémentaires de type CERT ou STESIR de derrière. Et en 89, il y a eu un nouveau ver informatique qui est apparu, donc un an juste après, il y a eu un nouveau ver informatique. Et là, le CERT/CC a dit il faut qu'on fédère un petit peu les différentes équipes de sécurité dans le monde pour les aider à travailler ensemble. Et il faut aussi qu'on travaille sur des scores qui vont permettre d'évaluer le risque proprement.
Et donc en 90, il y a un organisme qui s'appelle le FIRST qui a été créé pour fédérer les différentes équipes de sécurité, un petit peu comme tout à l'heure dans les slides, on voyait qu'il y avait l'ANSSI qui travaillait avec les différents CERT régionaux en France. Bah, le FIRST, c'était un organisme qui visait à fédérer un peu les organismes d'équipes de sécurité qui agissent donc sur les réponses à incidents. Et derrière, il y a eu petit à petit un standard d'évaluation des vulnérabilités qui s'appelait CVSS pour Common Vulnerability Scoring System, qui a été délégué au FIRST. Et cette méthode-là a subi plein d'évolutions. En 2007, il y a eu la version 2 qui était une des versions les plus utilisées pendant très longtemps d'ailleurs, et qui a été très critiquée parce que en fait, le CVSS V2, ça avait tendance à dire que tout était grave. Et donc, c'était pas terrible. Si jamais tout est grave, c'est que rien n'est grave et c'est que l'analyse de risque n'est pas bonne. En 2015, il y a une version 3 qui est sortie qui permettait d'aller un peu plus loin et de surtout projeter une vulnérabilité dans un environnement donné pour pouvoir se dire, bah, finalement, cette vulnérabilité, est-ce que chez moi, elle compte réellement? Mais il y avait possibilité d'interpréter un petit peu la méthode. Et si jamais une méthode est soumise à interprétation, c'est pas terrible, parce que ça veut dire que deux consultants différents pourraient donner des résultats différents avec le score CVSS. Et donc aujourd'hui, la version qui fait foi, c'est la version CVSS 3.1 qui a permis de clarifier certains éléments et qui permet pour chaque vulnérabilité de prendre en compte un score de base, un score qui évolue avec le temps, on va le voir juste après, et un score métier. Et donc, c'est ce standard-là qui est vraiment aujourd'hui utilisé dans plein d'analyses de risque et qu'on va regarder dans les détails. Si on regarde dans les détails, il y a le score de base qui, lui, en fait, ne vous demandera jamais de temps. Le score de base, c'est les autorités qui se chargent de le fournir, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'une vulnérabilité est publiée, eh bien, elle va recevoir une note qui va de 0 à 10. Il y a des vulnérabilités qui ont un score de 0, ça, il faut vraiment passer de temps dessus, et il y a des vulnérabilités qui ont un score de 10, et ça, c'est les vulnérabilités les plus intéressantes. Les vulnérabilités, elles ont donc un score qui va être calculé par les autorités sur la base de est-ce que cette vulnérabilité, elle permet de faire des attaques sur la confidentialité, sur l'intégrité ou la disponibilité de mes actifs. Est-ce qu'elle a besoin de privilèges pour être lancée ou est-ce que c'est une vulnérabilité que je peux lancer même depuis l'extérieur de ma machine et sans compte utilisateur spécifique? Est-ce qu'elle va nécessiter une interaction de la part de l'utilisateur? Est-ce qu'elle me permet de passer d'un environnement A à un environnement B? Est-ce qu'elle est difficile ou pas à lancer, etc. Ça, encore une fois, c'est pas vous qui vous en occupez, c'est des autorités. Après, cette vulnérabilité, ce qui est intéressant, c'est il y a des métriques complémentaires que les gens utilisent trop peu aujourd'hui dans notre secteur d'activité de la sécurité informatique. Tout le monde travaille avec le base score, et moi, ce que je vous recommande, c'est de ne pas prendre en compte juste le base score des vulnérabilités, mais de rajouter au moins ce qu'on appelle le score temporel, le temporal score dans la norme CVSS V3, qui consiste à dire que les vulnérabilités, si jamais il n'y a pas de kit d'attaque officiel disponible, eh bien le score de la vulnérabilité va être abaissé. Et ensuite, ce score-là, il va être modifié à la hausse si jamais il y a des kits d'attaque et en fonction de leur facilité d'utilisation. C'est-à-dire qu'en fait, avec le score temporel, ça vous permet de refléter le fait que des pirates s'intéressent ou non à des vulnérabilités. Typiquement, dans le cadre de la vulnérabilité Log4Shell, donc qui affectait la technologie Log4j, la vulnérabilité était très grave, 10 sur 10, et en plus de ça, la vulnérabilité était très utilisée par les pirates. Donc là, il faut se dire que le score temporel, il fallait pousser les curseurs à maturité du code d'exploitation. Est-ce que la vulnérabilité est vraiment utilisée en ce moment par les pirates de manière industrialisée? Il fallait pousser le curseur au maximum pour dire ça, c'est une vulnérabilité où oui, les pirates s'en servent. Je vous recommande de ne jamais vous servir des deux autres critères du score temporel qui s'appellent le niveau de remédiation et la partie confiance du rapport parce que ça va vous demander trop de temps pour peu d'impact et en fin de compte, les vulnérabilités, elles ont plus ou moins dans le référentiel CV, elles ont toutes les mêmes valeurs là-dessus. C'est-à-dire qu'en fait, une vulnérabilité qui a été publiée par les autorités, normalement, elle a déjà un correctif de sécurité. Et en plus de ça,
quand elle a été validée par les autorités, c'est qu'il faut avoir confiance là-dedans. Donc, comme c'est des valeurs qui sont communes pour presque toutes les vulnérabilités, ça va vous demander un travail qui va être identique pour toutes les vulnérabilités. Donc, c'est un travail qui n'a que très peu d'importance. Donc, ma petite recommandation, c'est utiliser le score temporel, mais focalisez-vous sur la partie Exploit Code Maturity, donc maturité du code d'exploitation. Est-ce que la vulnérabilité est réellement utilisée par les pirates ou pas? Et ça vous permet de faire évoluer le curseur là-dessus. Un autre critère important que vous pouvez aussi utiliser au quotidien, c'est est-ce que la vulnérabilité sur vos machines, elle va avoir un impact fort ou pas? Pour ça, on utilise ce qu'on appelle le score environnemental qui vous permet de dire, moi, mes contraintes, moi, mes besoins sur mes actifs, c'est confidentialité, intégrité ou disponibilité. Et ça vous permet de définir donc des exigences sur chacun de vos actifs qui vont être soit faibles, soit moyennes, soit élevées pour dire, bah là, j'ai des enjeux forts ou pas en termes de confidentialité, d'intégrité, de confidentialité sur tel actif. Et quand vous projetez votre vulnérabilité sur une machine spécifique, ça va abaisser son score ou le surélever sur chacun de vos actifs. Et ça vous permet d'avoir une approche où chaque CVE, elle va être contextualisée sur vos actifs. Et donc finalement, en fait, le score CVSS V3.1, il permet déjà de faire beaucoup de choses sur ce sujet-là. Il vous permet en fait d'aller très loin pour prioriser vos risques de manière contextuelle. Alors justement, pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne d'une manière un petit peu différente et moins technique, en fait, pourquoi il faut vraiment bien faire cette analyse de risque, c'est que si on prend des vulnérabilités comme Spectre Meltdown ou Bluekeep, eh bien, en fait, les vulnérabilités Spectre et Meltdown, on en parle énormément. Par exemple, sur Google, il y a plus de 4 millions de résultats aujourd'hui, même maintenant. Et sur Bluekeep, on est plutôt à 300 000. Or, ce qui est intéressant, c'est que Bluekeep, c'est une vulnérabilité qui est bien plus dangereuse que Spectre ou Meltdown. Et en fait, tout ça, ça fait un peu penser à un biais qu'on a tous en tant qu'humains. C'est on se focalise pas sur ce qui compte réellement du point de vue risque, on se focalise sur les éléments où on peut avoir une phobie qui va être provoquée par des gens qui en parlent ou alors par une forme de culture collective. Et c'est pour ça que j'ai mis un autre exemple qui est très connu dans les analyses de risque humaines. C'est en fait, les humains ont bien souvent plus peur des requins que des moustiques, alors que les requins, c'est moins de 10 morts par an et que les moustiques, c'est 800 000 morts par an. Donc l'analyse de risque, elle est complètement biaisée sur les analyses de risque entre les requins et les moustiques et les vulnérabilités. Si vous vous laissez influencer par l'actualité, ce sera pareil. Tout le monde vous dira Spectre et Meltdown, c'est super dangereux, alors qu'en fait, il ne faut pas regarder Spectre et Meltdown, il faut plutôt regarder Bluekeep, parce que Bluekeep, c'était bien plus grave comme vulnérabilité. Donc, il faut faire attention à bien rationaliser le risque. Et donc, comment on fait une analyse rationnelle du risque? Il faut prendre en compte votre risque technique. Est-ce que la vulnérabilité a un score élevé? Est-ce qu'il y a des kits d'attaque publics ou pas? Est-ce que c'est des kits d'attaque très faciles à utiliser? Et est-ce que les gens parlent de la vulnérabilité sur les réseaux sociaux? Le risque métier, c'est est-ce que cet actif en question chez vous, si jamais il est touché par une vulnérabilité, est-ce que c'est important pour vous ou pas? Et quel est votre objectif en matière de disponibilité, d'intégrité ou de confidentialité? Dit autrement, la partie risque technique, c'est quelle est la probabilité que je me fasse attaquer, tandis que la partie risque métier, c'est quel est l'impact pour moi, pour mon organisation. Si je reprends le CVSS V3.1, eh ben en fait, je suis rentré dans les détails tout à l'heure là-dessus, mais le base score, c'est le score théorique de chaque vulnérabilité. Le score temporel, le temporal score, c'est la probabilité que la vulnérabilité soit utilisée contre moi. Est-ce que les pirates s'y intéressent ou pas? Est-ce qu'ils ont industrialisé les attaques ou pas? Et la partie environnemental score, donc le score environnemental, c'est l'impact métier de la vulnérabilité sur chacun de vos actifs. Et donc, littéralement, ça vous permet de refléter les analyses de risque rationnelles qui dédramatise tout ce qu'on peut voir en termes d'annonces sur les vulnérabilités au quotidien et qui vous permet de faire une analyse de risque propre. Une recommandation simple, si jamais vous voulez aller plus loin et appliquer ça dès aujourd'hui, en général, pour des personnes qui débutent sur ce secteur-là, on leur dit d'identifier les actifs critiques chez eux et les actifs les moins critiques, parce que ça, c'est des questions auxquelles tout le monde peut répondre. Sur les actifs critiques, nous, on vous recommande de dire mes exigences en termes de disponibilité, intégrité et confidentialité, je les mets à un niveau élevé, et sur les actifs peu critiques, je les mets à un niveau faible. Et le reste, je laisse avec la valeur par défaut proposée par le CVSS V3.1, à savoir niveau moyen. Et ensuite, je filtre pour garder parmi tout ça que les vulnérabilités qui dépassent 7,5 sur 10.
Et si vous faites ce dispositif-là, eh bien, vous verrez que ça vous laissera, en fait, ça éliminera à peu près 90% des vulnérabilités de votre système d'information et ça fera émerger que la crème de la crème des vulnérabilités qui méritent réellement votre attention. Donc, c'est quand même pas inintéressant si jamais vous débutez un petit peu en termes d'analyse de risque comme ça. Et pour les actifs les plus spécifiques, vous pouvez aussi utiliser des critères un petit peu plus personnalisés. Par exemple, pour les équipements réseau ou les équipements industriels, en général, nos clients nous disent que la partie qui les intéresse le plus, c'est la disponibilité, tandis que l'intégrité et confidentialité, ils vont abaisser leurs exigences. Donc réellement, en fait, le CVSS v3 points fonctionne très bien pour refléter tout ça et vous pouvez dès aujourd'hui vous en servir au quotidien aussi chez vous. Maintenant, si on veut aller encore un peu plus loin et passer à une analyse de la menace, alors on va regarder pourquoi c'est pertinent. En fait, le problème, c'est que ce que je vous ai présenté là, c'est très bien pour faire une analyse de risque entre une ou plusieurs CVE et un ou plusieurs actifs. Mais ça ne permet pas de refléter la combinaison de plusieurs CVE. Comment je fais pour faire une analyse de risque qui va me permettre cette fois-ci de refléter le fait que je n'ai pas qu'une vulnérabilité à 7.5, une vulnérabilité à 9, une qui va taper sur la disponibilité, une autre sur la confidentialité et une sur la partie, par exemple, accès à distance, une autre avec élévation de privilèges. Ça, on ne peut pas faire une analyse combinatoire avec le CVSS. Donc, comment on fait pour voir s'il y a un enchaînement possible de CVE? Eh bien, pour ça, il y a une autre méthode qui existe. C'est un outil qui a été inventé en 2013 à la base pour analyser les menaces techniques qui pèsent sur un environnement Windows professionnel. C'est une méthode qui a été étendue après à tous les autres systèmes, donc Linux, macOS, et aussi même à des mobiles et aux environnements industriels, et ça s'appelle MITRE-ATT&CK. MITRE-ATT&CK, c'est quelque chose qui a été inventé par le MITRE, d'où le nom, et l'objectif, c'est de refléter des scénarios d'attaque, d'où le nom. Ça se répartit sur 14 tactiques où concrètement, on a donc 14 colonnes. Les colonnes de la gauche, c'est les colonnes qui reflètent les phases initiales d'une attaque informatique et les phases à droite, c'est les phases de fin d'une attaque informatique. Et après, attention, il y a 188 techniques ou méthodes, si vous voulez, qui en fait vous permettent de décrire comment ces techniques sont exécutées. C'est-à-dire que si jamais je reprends les petites images que j'ai pu tracer sur mon PDF, et ben en fait, si on considère l'acheminement d'une bombe sur un système d'information, eh bien, en fait, l'objectif, c'est d'analyser la phase d'initialisation de la bombe et la phase d'explosion de la bombe. Et en fait, chaque case dans les 188 techniques réparties sur sur les 14 colonnes, c'est les composants qui vont permettre de construire cette bombe pour un attaquant, en quelque sorte. Et donc, vous avez énormément de techniques. Je ne vais pas toutes les énoncer ici, mais je vous invite à regarder un petit peu comment fonctionne le MITRE-ATT&CK. Comment on fait maintenant pour projeter une CVE sur le MITRE-ATT&CK? Eh bien, en fait, chaque CVE, lorsqu'elle est analysée par les autorités, elle va recevoir une catégorie. Cette catégorie, elle est décrite avec un code qu'on appelle le code CWE. Et donc, par exemple, la CVE 2022 21994, elle a la catégorie gestion incorrecte des privilèges ou alors CWE 269 Improper Privilege Management. Cette CWE, on peut ensuite la transformer en autre chose qu'on appelle des CAPEC qui, en fait, décrivent des schémas d'attaque. C'est des éléments aussi qui sont gérés par le MITRE et il y a des listes qui permettent de passer d'une CWE à un ou plusieurs CAPEC. Ces CAPEC, ensuite, on peut les convertir à nouveau dans des techniques avec des tableaux pareils qui sont fournis directement par le MITRE et par les autorités. Et donc, ça permet de se dire, bah, OK, maintenant j'ai ce CAPEC-là, j'ai des techniques, je peux faire le pont. Et les techniques, c'est ce qui permet de retrouver des cases dans le MITRE-ATT&CK. C'est-à-dire que finalement, la technique d'analyse de risque avec les CVE, c'est on prend une CVE, on prend la catégorie de la vulnérabilité, on transforme ça en schéma d'attaque, puis en technique d'attaque, et on incrémente, on met une valeur dans la partie MITRE-ATT&CK en mettant +1 sur toutes les cases concernées. Et donc, par exemple, la CVE 2022-21-1994, elle allume les cases j'abuse d'un mécanisme d'élévation de privilèges sur les machines comme ça. Et donc, ça allume les petites cases que vous voyez sur la droite. Ça, bah, pour toutes les CVE qui sont chez vous. Donc là, je vous le dis tout de suite, il faut mieux être outillé parce que ça prend un petit peu de temps. Mais après, ça vous permet en fait d'avoir une approche où vous tracez
sur le MitraTac les cases, les techniques qui sont les plus faciles à utiliser chez vous. À quoi ça sert? Eh bien, en fait, le MitraTac, en fait, contient aussi une base de plein de menaces APT, des menaces persistantes et avancées. En fait, c'est des groupes de menaces qui ont été répertoriés et ça vous permet de tracer, on les voit en bleu, ça vous permet en fait de tracer les cases qui sont très utilisées par ces menaces. Ça vous permet alors de superposer les cases en bleu, les menaces, aux cases utilisables chez vous qui sont marquées ici avec le gradient de jaune à rouge. Et plus vous avez de recouvrement entre le bleu et les zones avec le gradient de jaune à rouge, plus le risque que cette menace soit utilisée chez vous est élevé. Et ma recommandation, c'est de surveiller en particulier les cases qui sont sur la gauche du framework MitraTac parce que c'est les cases d'entrée dans le système d'information. Et donc, ça vous permet de regarder si jamais aujourd'hui une menace pèse chez vous ou pas. Alors, si jamais je résume un petit peu tout ce que j'ai pu dire. Aujourd'hui, il y a trop de vulnérabilités et ça génère du bruit. Finalement, il y a des méthodes qui existent déjà depuis longtemps et que tout le monde connaît en plus, comme le CVSS, notamment dans sa version 3.1, qui en fait, quand vous l'utilisez de manière complète, et ça, il y en a peu qui le font, et ben en fait, ça vous permet de faire émerger naturellement les vulnérabilités qui comptent parmi toutes celles qui sont publiées. C'est-à-dire que ça vous permet de faire émerger le signal parmi le bruit. Et si jamais vous voulez en plus aller un peu plus loin, vous pouvez utiliser MitraTac qui cette fois-ci vous permet de vérifier si jamais le signal qui est présent chez vous, est-ce que ça correspond en plus à une menace sérieuse ou pas, en vous calquant sur des menaces qui heurtent votre industrie. Typiquement, en ce moment, il y a une menace qui s'appelle Gamaredon qui est utilisée en Ukraine d'après plein d'éditeurs d'antivirus. Et donc, ça vous permet de prendre la menace Gamaredon et de voir si elle s'applique dans votre système d'information avec MitraTac. Ça vous permet de voir si jamais, typiquement, il faut faire attention ou pas là-dessus. Alors, si je vais un petit peu plus loin, comment on peut industrialiser le tout? Eh ben, il y a plusieurs outils qui existent. Donc, vous pouvez faire ça avec un fichier Excel, vous pouvez faire ça aussi avec des outils open source. Et simplement pour vous dire que CyberWatch, nous, on est une solution qui vous permet de faire ces opérations-là. On est une solution de gestion des vulnérabilités. On fait différentes choses, donc on fait de la cartographie de vos actifs pour vous aider à trouver ce que vous avez chez vous. On fait du scan de vulnérabilité, c'est notre propre moteur qu'on maintient et qu'on a développé, et ça nous permet d'être extrêmement réactifs, notamment dans le cas de Log4Shell, où on a même décidé donc de mettre gratuitement à disposition des outils de scan pour les personnes qui étaient en galère à cette période-là. Et vous pouvez justement renseigner les enjeux de vos actifs pour dire là, j'ai des enjeux de disponibilité, d'intégrité ou de confidentialité. Après, on fait la priorisation des vulnérabilités pour vous avec les méthodes que je vous ai indiquées. Donc, avec le CVSS V3 complet, on fait en fait la veille pour vous sur est-ce que les vulnérabilités sont réellement utilisées ou pas par les pirates en ce moment. Et on est aussi capable de tracer le MitraTac. Vous pouvez prendre des décisions aussi. Et puis, le logiciel vous permet même d'aller jusqu'à déployer des correctifs de sécurité si vous le souhaitez pour justement neutraliser certaines des vulnérabilités qui auraient été détectées. Et donc, par rapport à ce qu'on a vu aujourd'hui, clairement, c'est sur la partie priorisée où on peut vous aider. C'est-à-dire que si vous dites que votre objectif, c'est d'industrialiser la partie analyse de risque, clairement, on peut aider sur ce dispositif-là, puisque cette priorisation, on prend en fait les vulnérabilités, on prend leur score de base, on regarde si elles sont réellement utilisables chez vous ou pas, et d'après les informations qu'on peut récupérer nous depuis Internet, est-ce que c'est des vulnérabilités qui intéressent réellement les pirates ou pas? Et après, on les projette sur vos actifs, on les projette dans votre contexte métier, on prend en compte votre contexte métier pour vous dire, voilà les risques les plus importants sur votre système d'information. Et ça permet de se dire, parmi toutes les vulnérabilités qu'il y a uniquement cette partie-là qui mérite aujourd'hui mon attention. Et donc ça, c'est le rôle de CyberWatch. Notre approche avec la partie MitraTac, on la trace aussi directement pour vous, et ça vous permet donc de regarder la chaîne d'attaque possible de votre système d'information et surtout de vous comparer par rapport à des menaces connues. Ça vous permet notamment de très facilement regarder si vous êtes attaquable avec Gamaredon ou pas, par exemple. Le logiciel, il se déploie soit chez vous, soit en mode cloud. C'est une solution donc très facile à déployer. Si vous êtes en mode cloud, ça reste avec toutes les données en France, territoire français, hébergeur français. Et si jamais vous le déployez chez vous, on n'a même pas accès à vos données. Donc c'est encore mieux comme ça, il y a une confidentialité totale.
On fait des scans de manière très flexible. On peut faire du scan avec ou sans agent. On peut même déployer des correctifs avec ou sans agent. On peut faire des scans dans des environnements déconnectés, même avec des clés USB, des choses comme ça pour les environnements industriels. Et on est capable de faire du scan aussi purement réseau ou du scan de site web. Donc, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, on est vraiment capable d'adresser l'ensemble du système d'information. En termes de périmètre, on travaille avec pas mal d'équipements quand même, donc les postes de travail, les serveurs, les équipements réseau, les conteneurs, les images de cœur, les sites web, donc les équipements industriels. Et puis, un élément qu'il ne faut pas oublier, c'est penser à faire vos analyses de risque aussi sur les bibliothèques logicielles. Si vous avez des équipes de développement informatique, lorsqu'elles utilisent par exemple des produits comme Python, Ruby, etc., elles vont charger des bibliothèques tierces souvent. Par exemple, pour Python, en général, c'est les modules pip. Il faut faire attention parce que ces modules-là ont aussi des vulnérabilités qui après se répercutent sur les applications développées. Donc faites attention aussi à ça. Je ne vais pas aller plus loin dans la présentation de notre produit, je ne suis pas là pour ça. J'étais là pour vous transmettre des informations donc, sur comment on fait une analyse de risque moderne avec le CVSS V3.1 complet, et puis aussi avec le framework MitraTac. Et donc, est-ce qu'il y a des questions? Et puis merci pour votre attention. Merci Maxime pour cette présentation, c'était très très intéressant et je ne regrette pas de vous avoir convié à venir pour faire la présentation. S'il y a des questions, je demande aux gens de lever la main et j'autoriserai soit leur micro et s'ils veulent faire un chat, je lirai le chat et je poserai directement la question à Maxime. Alors, je vois que Maxime a été tellement complet qu'il n'y a pas de questions qui sont soulevées. En tout cas, merci encore une fois de cette présentation. Une question qui arrive. Bonjour Jérôme. On te laisse le micro, Jérôme. Oui, bonjour. Merci pour cette présentation exhaustive. J'aurais voulu avoir Moi, la question qui me vient à l'esprit après la présentation, c'est de savoir quelle est la périodicité en fait préconisée pour la mise sous contrôle quelque part de la gestion du risque. Alors, ça dépend vraiment de chaque entité. Mais en fait, sur la partie priorisation, nous, la recommandation qu'on pourrait vous donner, c'est le MitraTac. Utilisez-le en particulier lorsqu'il y a des crises un peu plus élevées que d'habitude. Typiquement, le MitraTac, nous, on voit que lorsqu'il y a eu les débuts de la guerre en Ukraine, et notamment sur l'aspect cyber, nous, on a vu que d'un coup, il y a eu beaucoup plus d'intérêt pour faire des analyses là-dessus, et notamment pour comparer les systèmes d'information par rapport à des menaces qui sont réellement utilisées en ce moment, comme Gamma Raidon. Et pour aller plus loin là-dessus, dès qu'il y a aussi des alertes de ransomware, donc il n'y a pas forcément besoin que ce soit la guerre quelque part pour que le MitraTac soit intéressant, même lorsqu'il y a des opérations, on va dire, un peu anormales en cybersécurité, donc par exemple, si on voit qu'il y a une vague de ransomware avec un nom spécifique, ça vaut le coup dans ce cas-là de regarder la menace dans le MitraTac, la menace correspondante, et de voir si jamais son système d'information en fait, un conflit et en recouvrement avec cette menace précise. Donc, moi, je dirais le MitraTac, c'est dès qu'il y a des événements un peu ponctuels, un peu singuliers dans le monde de la cybersécurité, tandis que la partie sur l'analyse de risque plutôt par CVE, ça en fait, cette recommandation avec donc la partie identifier vos actifs critiques et peu critiques et le reste laissez aux actifs comme des actifs standards et puis mettez bien vos exigences et filtrez derrière. Ça pour le coup, je vous dirais de le faire dans votre analyse de risque quotidienne parce que c'est un élément très facile pour filtrer les vulnérabilités qui comptent parmi celles qui ne comptent pas. Et ça, après, du coup, la fréquence dépend réellement de votre système de gestion de la sécurité de l'information. Donc, ça dépend de est-ce que vous faites ça tous les jours, est-ce que vous faites ça toutes les semaines, tous les mois. Ça dépend un petit peu de chaque entreprise dans ce cas-là. Donc, je résume. Pour la partie CVSSV 3 complet, utilisez-la de base dans votre analyse de risque et à la fréquence qui est définie dans votre SMSI. Tandis que pour la partie MitraTac, c'est plutôt utiliser cette méthode-là en réaction à des nouvelles menaces qui apparaîtraient sur le marché et dans l'actualité. Très clair, merci.
OK, donc oui, alors ce que je voulais ajouter, c'est qu'évidemment, dans la liste des participants, c'est une façon aussi de maintenir le contact. C'est-à-dire quand vous avez, Maxime, proposé des offres, il faut les voir directement avec vous. Il y a de quoi creuser des pistes pour justement consolider les analyses et donc faire émerger le bon signal dans le fouillis ambiant des outils numériques. Donc ça, je le dis parce que c'est important. Et vous n'êtes pas le seul hein, parce que je vois Monaco Marine, je vois Monaco Digital, pardon, je vois il y a plein d'acteurs, Orange, il y a plein d'acteurs qui participent à ces séminaires et qui probablement ont des réponses aussi à apporter en matière d'analyse. Donc c'est l'occasion, ces webinaires sont aussi l'occasion de fédérer un écosystème et de faire en sorte que les gens se rencontrent et puissent échanger et trouver la bonne réponse à leurs besoins propres, car les besoins sont évidemment de nature différente en fonction de la taille de l'entreprise, en fonction des risques pesant sur l'écosystème considéré. Donc ça, c'est une façon de maintenir des liens et d'établir ces réseaux, même si on est en webinaire, c'est un réseau social fort, donc ça permet d'établir des liens durables avec ceux qui interviennent. En tout cas, merci à Cyberwatch d'avoir fait cette présentation très précise, très complète. Merci pour l'invitation. Est-ce qu'il y aurait une autre question? Bien. Ben, moi, il me revient le mot de la fin. Alors, Gilles, merci. Donc, on se reverra très bientôt. En tout cas, on aura l'occasion d'échanger plus en profondeur, au plan technique, avec vous, avec les uns et les autres, parce que ça me semble important. En tout cas, merci de cette séquence partagée. Merci, Monsieur Baldacchi, d'avoir accepté de venir à nos côtés pour ce webinaire. On aura d'autres occasions, j'en suis sûr. L'idée, c'est nous de faire ça mensuellement. Alors, en tout cas, les crises se suivent et ne se ressemblent pas. Donc il y en aura d'autres. C'est inévitable. Et pour justement les anticiper, soyons prêts, soyons plus robustes, soyons plus sûrs, ayons les bons outils. C'est une façon de mieux les apprécier dans une présentation qui est à la fois technique, mais pas trop technique, qui permet de bien capter les grands enjeux liés à la performance de ces outils. C'est quand même indispensable dans le monde dans lequel on vit, qui est de plus en plus incertain et en tout cas qui est de plus en plus numérique. Ça, c'est une certitude, quel que soit le secteur d'activité. Donc ça, c'est quand même une certitude qui ne va pas aller à la baisse, même si le prix à la pompe augmente. Le numérique, lui, va continuer d'augmenter dans l'exercice de notre quotidien professionnel et voire privé. Donc, merci à tous d'avoir participé à ce webinaire et je rappelle qu'il est en mode replay. On peut le revoir à l'envi pour avoir les présentations, capter le sens des présentations avec plus de profondeur si cette profondeur est nécessaire, puisque, encore une fois, Maxime a été très précis dans sa présentation. Merci à tous et bonne journée et à bientôt.